Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans MMA Extra Round. Aujourd'hui, nous recevons le Kylian Mbappé du MMA, Saladin Parnasse lui-même et son coach et manager, Stéphane Hatch Chauffourier. Ils ne sont plus des inconnus. Bonsoir messieurs. Bonsoir Lucie. Ça va? En fait, pas être timide avec moi. Sébastien également sur ce plateau, lui, il n'est pas timide du tout. Ça va Sébastien? Pas du tout. Bonsoir Lucie. Bonsoir monsieur. On commence tout de suite avec l'actualité chaude et surtout Manon Fiorot à l'UFC 280. C'est tout de suite. Depuis ses débuts à l'UFC, Manon Fiorot fait sensation. 4 combats, 4 victoires, la niçoise de 32 ans n'a qu'un seul objectif en tête, décrocher la ceinture mondiale. Après un combat annulé en septembre, Manon Fiorot fait son retour dans la cage pour défier Kathleen Chookagian. Le spectacle tient toutes ses promesses. Les deux femmes se rendent coup pour coup. Manon agresse Chookagian, mais l'américaine a du répondant. Le troisième et dernier round retentit. Manon donne tout et finit par trouver la faille en fin de combat sur un superbe takedown. Chookagian réussit à se relever, mais l'américaine le sait. La victoire va lui échapper. Manon Fiorot s'impose à la décision unanime. Après cette victoire de prestige, la Française a demandé un combat supplémentaire avant d'aller défier la championne des flyweight, Valentina Shevchenko. La nouvelle numéro 1 mondiale n'a plus peur de personne. The Beast est prête à marquer l'histoire du MMA. Et Manon Fiorot qu'on espère bien avoir au micro de Sport en France très vite. D'ailleurs, Manon, qui était l'égérie de cet album Panini, on vous en fait gagner une petite collection. Sachez que sa carte est à l'intérieur, donc elle est vite dans les points de vente parce que sa carte, elle va devenir collector à mon avis dans quelques temps. Elle va prendre de la valeur. Plusieurs Français étaient également au programme de l'Atomic Fight ce week-end. Les résultats et le résumé. Yeah, I smell like success, this Elon Musk, huh? Everybody wanna be like us, we don't stop, cause the top just ain't enough, huh? I ain't never gave no fucks, I ain't scared, man, you know black men, no blush, huh? Came here ready to fight on this night, you better just run for your life. Et on en parlait la semaine dernière, le retour de la Supreme League, donc c'est cette compétition en plusieurs étapes et surtout par équipe, un concept innovant relancé par Hatch. Raconte-nous un petit peu d'où t'es revenu cette idée, tu as eu envie de le remettre un petit peu sous les feux de la rampe. En fait, on a pu se rendre compte que l'amateur prenait de l'ampleur en France. J'ai voulu les mettre à l'honneur et je me suis dit que ces équipes sur une Supreme League, ça pouvait être sympa. Donc j'ai décidé de mettre 16 grosses écuries à l'honneur, donc 8 équipes d'Île-de-France, une équipe belge et 7 équipes de province. Tous ces événements sur 8 mois, donc ça fait à peu près un événement par mois. Le premier s'est super bien passé puisque ça s'est passé au Cirque Borman la semaine dernière. Et donc on a vu la Belgique à l'honneur contre la FFA. Et Souma Training Center, si mes souvenirs sont bons, contre le Platinum. Donc vainqueur, la Belgique qui se qualifie pour le prochain tour et le Platinum, idem. Voilà. Maintenant, cette idée, pourquoi? Comme je l'ai expliqué, j'ai voulu mettre à l'honneur les amateurs. Le MMA a été légalisé il n'y a pas très longtemps. Parce qu'à l'époque, c'était les professionnels qui étaient mis en valeur à la Supreme League. Exactement. Première Supreme League il y a 3-4 ans, voire même un peu plus. Plus que ça. Ouais, t'as raison. Ouais, plus que ça. Ouais. Et je me suis dit que ça s'est jamais fait sur le côté amateur. Donc pourquoi pas être le premier? J'aime bien innover un petit peu et c'est chose faite pour cette année.
Et l'avantage aussi, c'est que ça offre un calendrier régulier pour les combattants, et ça, c'est pas rien, mine de rien, dans une saison. Ça offre des objectifs intéressants pour les sportifs. Si vous aviez manqué la Supreme League, voici un résumé. Le Platinum, donc, et l'équipe belge, Lakash, qui ont brillé sur cet événement. Quelle est la suite pour ces deux équipes? Qu'est-ce qu'ils vont attendre maintenant? Le prochain tour, donc ils affronteront d'autres adversaires, puisque le prochain événement il est prévu au mois de décembre. D'accord. J'ai pas les équipes en tête, mais en tout cas ils se sont qualifiés pour le prochain tour. Donc on les verra sur le prochain événement? Non, pas sur le prochain, puisque là il y a il y a 3 prochains tours. Voilà, ils sont qualifiés pour les demi. Les demi, voilà. Là, il y a encore des quarts de finale. Exactement. Ce sera pas avant 2023. Ouais, donc on verra la fin du premier tour au mois de février, et ensuite on enchaînera mars-avril les demi, et certainement en juin la grande finale. La grande finale. Et donc toi, tu as aussi une écurie à toi, du coup, qui va représenter la Hatch Academy? Alors la Hatch Academy, ouais, on sera bien présent au mois de février, et on affrontera nos amis de Marseille. D'accord. Jean-Michel Froissart. Jean-Michel Froissart, hein. Ouais. D'accord. Donc ça va être sympa. Ça va être de belles oppositions. Hein. Ouais. Alors, à l'époque où le MMA était encore illégal, tu faisais des compétitions de pancrace, c'était comptabilisé chez les pros. Aujourd'hui, est-ce que c'est pas aussi plus simple pour toi d'aller vers les amateurs? Parce que j'ai l'impression que maintenant, tous les combattants pros sont plus ou moins sécurisés dans des organisations. Donc, c'était pas plus simple de faire comme ça? Moi, si je l'ai fait, c'est pas pour ça. Moi, je me suis toujours orienté vers les pros. Aujourd'hui, je pense qu'il faut aussi mettre, comme je l'ai dit tout à l'heure, à l'honneur les amateurs. Maintenant, pour faire une carte, oui, si on doit parler de carte professionnelle, avec toutes les organisations qui sont en train de pousser, ça devient de plus en plus compliqué. Donc des combattants qui sont signés un peu partout, aller en chercher d'autres, c'est pas évident. Maintenant, c'est difficile plus contractuellement ou financièrement? Financièrement. Non, les deux. Tu fais bien d'en parler. Financièrement, ça devient compliqué parce qu'on a des orgas qui sont financés, qui ont un gros portefeuille. Donc quand tu as une orga qui propose entre 5 et 10 000, et alors que nous, on a l'habitude de proposer malheureusement entre 400 et 1000, voire 1500, quand on tape à la porte des combattants, c'est sûr que le retour, il n'est pas forcément positif. C'est ça. Je comprends. C'est-à-dire que là, maintenant, il y a aussi un embourgeoisement peut-être du combattant, mais en même temps, tant mieux pour eux, hein, vraiment. Ouais, ils ont tellement galéré. C'est clair, c'est clair. Ouais, mais c'est à double tranchant. Parce que quand tu vas dans une orga, t'es payé, je dis une bêtise, t'es payé 10 plus 10. 10 000 balles plus 10 000 balles la victoire. T'as gagné. Tu fais plus partie de cette orga. Va recombattre dans une orga qui d'habitude te paye 1005. Ouais, c'est vrai. Ah, mais tu redescendras plus, ça c'est voilà, clair. Le combattant. Ah non, une fois que t'as goûté au luxe, tu redescends plus. Personnellement, moi. Donc je pense que ça a un côté un peu dangereux. Parce que du coup, est-ce que ça va pas tuer un petit peu justement Alors, c'est justement tout le sujet. À l'époque, avant la légalisation, tu étais pratiquement l'un des seuls à organiser en France sur une base très très régulière. Tu étais un pionnier et la légalisation, elle a complètement fait exploser le MMA. Et avec ça, donc, il y a eu un cortège d'organisateurs. Tu le disais, donc c'est un terrain qui est très hostile, très agressif, très compétitif. Comment toi, tu réussis à vivre dans cette hostilité? Comment tu réussis à continuer sur ton bateau, à tenir le cap? Ah, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein. On a de grosses orgas qui sont tout autour de nous. On essaye de s'accrocher. C'est aussi simple que ça. C'est pas évident, mais on est là. C'est peut-être aussi un petit peu pour ça que je me suis penché du côté des amateurs. Mais pour la partie pro, j'organisais quasiment tous les mois. Et je pense que là, on va descendre à 2-3 fois dans l'année max, parce que c'est vrai que financièrement, c'est pas évident. D'autant, comme on le disait il y a quelques minutes, ils ont des primes plutôt conséquentes. Donc proposer des primes aussi élevées que les autres orgas, ce ne sera pas pour maintenant. Il y a énormément d'organisations, il y a énormément d'organisateurs. J'ai l'impression, c'est pas une impression d'ailleurs, ça organise énormément à perte. Ah ouais, non mais... On est d'accord. Mais on est d'accord, Parce que toi, ton modèle économique, il est basé sur la billetterie, c'est ça? Alors, billetterie... Sponsoring, très peu. On va être franc, hein, sponsoring très peu. Donc quand on fait le calcul des dépenses et des rentrées, soit il ne reste pas grand-chose, ou soit c'est de la perte. D'accord. Donc comme je l'ai expliqué, c'est loin d'être évident, mais on s'accroche. Et le pay-per-view, ça fonctionne? PPV, ça marche, ça a bien marché au début, mais il faut le proposer. On a fait entre 2000 et 3000 PPV, c'est pas rien, mais c'est pas... Culturellement, on n'est pas PPV. C'est pas ce qui va faire équilibrer le budget. C'est pas dans notre culture, le pay-per-view. Mais tu sais que c'est pas des chiffres qui sont dégueux quand même. Hein. Ah oui, non, bien sûr, ouais, 3000. Je veux dire, quand je vois le non, mais est-ce que ça couvre les frais de production en fait? Non. Voilà. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais une fraude, moi j'ai un chiffre d'une fraude d'une grosse organisation qui est de 30 000 €.
d'un gros événement qui s'est tenu il n'y a pas longtemps. Ouais. Les coûts de production, hein, j'ai tout, hein, j'ai les factures, j'ai tout ce qu'il faut, c'est 30 000 €. Qu'est-ce que tu appelles coût de production, Seb? Toute la prod, donc la captation vidéo, L'audiovisuel, donc. l'audiovisuel, Ouais. tout. Parce qu'il y a la production spectacle et la production audiovisuelle. Donc Alors- là, c'est des postes de dépenses peut-être différents. Donc là, ouais, la prod audiovisuelle, 30 000 €. 30 000 Donc ça, c'est une organisation. Il y en a une autre qui a été estimée à 80 000 €, celle qui fait le plus de bruit à l'heure actuelle en France. C'est que le- C'est une la reste- estimation. Bah, MMAGP, ce serait sûr dans les 30 000 €. 30 000, j'ai les chiffres, c'est le MMA Voilà. compris. Hein, D'accord, voilà, donc j'ai- là, on parle de Voilà, on peut en parler en audiovisuel. transparence. donc. D'accord. Et puis, du côté d'Ares, on estime ça à 80 000 €. Donc moi, je me demande en fait comment on arrive, ce qu'on arrive à faire rentrer de l'argent, mais on en sort aussi énormément. C'est ça le truc, c'est que s'il n'y a pas de... Alors la billetterie, oui, par exemple, on prend l'exemple de la billetterie du cirque d'hiver qui a 1600 personnes. Les résultats de la billetterie, c'est entre 70 et 90 000 €. Ah bah voilà. Voilà. Sauf que le coût de... Je prends tout, hein. L'événement en lui-même, on est à plus de 90 000 €. Donc en fait, s'il n'y a pas un sponsoring derrière aux investisseurs, On gagne rien. on est à Ouais, c'est perte. ça. Donc il faut fonctionner avec les investisseurs quelque part. Alors il y a quand Et même. il faut le retour sur investissement. Parce que l'investisseur, c'est bien gentil, il va mettre de l'argent, mais à terme, et les gars, là, va falloir... Après, on entend des choses. Moi, j'ai entendu, alors, encore une fois, ce ne sont que des suppositions, que l'ARES serait en vente parce que ça coûte du pognon. Alors, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup d'organisations françaises, je me demande comment ils font pour vivre. Toi, je pense que c'est différent. Parce que tu es le pionnier. Tu es là depuis le début. Ouais, après, Donc, Et puis tu es plus humble peut-être aussi. Est-ce que c'est pas justement une tactique de ta il part est pas humble, de la jouer? Il n'est pas humble. Non, mais- Dans la vie, non. Non, c'est un Non, mais mec est-ce que quand c'est même pas qui une est- tactique pour durer, de rester, de miser moins gros, mais de durer dans le temps et de traverser peut-être une période un peu plus. Non, je me dis que l'intérêt, c'est d'investir 150 000 et d'en perdre 200 000. Je vois pas l'intérêt, si ce n'est de faire monter en puissance l'organisation et de la vendre après. Là, ok, il n'y a pas de souci. L'UFC l'a fait il y a quelques années. Ok, maintenant, moi, j'ai pas envie de vendre. Moi, j'ai créé mon bébé il y a plus de 15 ans et je veux faire en sorte d'être incontournable encore aujourd'hui, que ce soit pour le circuit pro ou pour le circuit amateur. Donc moi, aujourd'hui, je ne veux pas vendre, j'ai pas d'intérêt à vendre, je veux continuer à faire la promotion du MMA. Donc aucun intérêt pour moi. D'accord. Il y a une part de... Donc vous fonctionnez avec des fédés, maintenant on a la FMMAF, toi tu fonctionnes pour les amateurs avec la Fédération Française de Lutte. Alors moi, je fonctionne avec la FMMAF pour les pros. professionnels et avec la Fédération Française de Lutte pour les amateurs. Et ça a un coût énorme. Et ça, c'est un coût énorme. Bon, on va parler tarifs, on est là pour se dire les choses. La FMAF, pour un plateau de 10 à 12 combats, il faut compter entre 5 000 et 6 000. Je pense que c'est ce qu'a payé le Exactement. MMAGP. J'ai la facture. Là, les pros, on est à 5 200 pour 8 combats. Voilà, donc on est tous logés à la même enseigne. Sauf que moi, quand j'ai voulu organiser avec les amateurs, on m'a demandé quasiment la même chose. J'ai pas dit la même chose, j'ai dit quasiment. Donc un chouïa moins. Sauf que là, on fait la promotion des amateurs. Donc, déjà, j'ai du mal à équilibrer avec les pros. Si sur une compète amateur, on me demande la même chose, non, là, je rends les armes. C'est pas possible. Il faut retravailler ça avec la Fédé, parce qu'il y a même d'autres organisations comme le KOC, eux, ils passent par le Kempo. Parce que les coûts sont moindres. Mais alors, quelle est la solution? Alors, par exemple, on a un exemple. On a Hexagone et MMA. Alors, moi, je trouve qu'ils ont été plutôt intelligents dans leur modèle économique. Et en même temps, c'est leur cœur de métier. En fait, eux, ils ont tout misé sur la revente de droits à l'international. Donc, Jérôme Pourru, qui est l'organisateur du Hexagone MMA, à la base, lui, il est vendeur de droits. Donc, c'est son business. Il connaît très bien ce milieu-là. C'est ce qui lui a permis un petit peu de promouvoir son événement à l'international. Et puis, comme il vend d'autres droits, ben, j'imagine bien, alors ça, ce n'est qu'une supposition de ma part, bien sûr, mais j'imagine bien qu'il fait des packages. Et ça lui permet d'avoir un socle de sécurité. Après, bien sûr que lui aussi, il a envie de faire de la billetterie, mais en tout cas, il a réussi à promouvoir via les télés. Est-ce que c'est pas ça qui manque aujourd'hui, peut-être? Des télés qui s'intéressent un peu plus aux événements? Si, bien sûr, c'est ce qui manque. Maintenant, l'Hexagone, ils sont là depuis 1 an et demi, 2 ans. Maintenant, on en reparle dans 3-4 ans. Maintenant, s'ils sont encore là, c'est que le modèle économique choisi, eh ben, il est top. S'ils sont plus là, on aura compris que ça suffit pas forcément. À votre avis, cette effervescence du MMA, elle va être amenée à durer ou pas? Parce que là, on est en plein dedans. Je veux dire, on n'a jamais été aussi convoité, les combattants. Avec la légalisation, moi je pense, parce que j'étais là depuis le montant. Alors c'était pas du MMA, c'était du pancras, mais il y avait déjà... Là, je parle pas de toi, je parle de l'effervescence du MMA Ouais, qu'on a de en ce tout. moment. Ça a explosé. On va se parler franchement, ça a explosé. Même dans les clubs.
Nous, on était 400-500, on explosait les scores. Là, on va arriver à... J'ai parlé de 2500 il y a quelques semaines. On va arriver à 2000 pour fin juin au niveau des statistiques. Énorme. C'est un train d'exploser. Énorme. Et je pense que c'est pareil pour les autres clubs. Mais quand on voit l'UFC qui, en 15 minutes, fait ça le comble à Bercy, avec 200 000 personnes en attente derrière. C'est clair. C'est juste incroyable. Donc non, je pense que le MMA a de belles années. De belles années. Ouais. Tu as une estimation un petit peu? J'ai pas d'estimation, mais je suis pas inquiet. Bon, c'est beau. En tout cas, tu as vécu l'histoire un petit peu du MMA en France. Enfin, c'est beau. Tu es témoin de tout ça. C'est génial, non? D'être témoin de tout ça, c'est bien. D'être présent dans le futur aussi, c'est aussi bien. Ouais. Donc on va se battre pour durer. T'aimerais être plus acteur, un acteur principal, majeur? Je pense que je le suis, non? Non, tu l'es déjà, mais t'aimerais plus peut-être? Non, t'aimerais plus, pardon? Non, je pense que je suis à ma place. C'est très bien. Le soleil doit briller pour tout le monde. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, je veux juste perdurer. Simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir été là avant, d'être là aujourd'hui et d'être là surtout. D'accord. Alors, il y a un autre modèle économique qui intrigue beaucoup la planète MMA. Eh bien, c'est le modèle économique de Saladin Parnasse. On va en parler dans quelques secondes. Saladin, c'est notre invité Spotlight. Saladin, donc tu as commencé le MMA en 2015, tu n'as pas chômé depuis, 17 combats, une seule défaite que tu as vite effacée de ton palmarès en battant celui qui te l'avait infligé. Aujourd'hui, tu as 24 ans, tu es champion du KSW, l'une des organisations européennes les plus compétitives en Europe. Alors, le public français connaît peu cette organisation, c'est normal, elle n'était pas diffusée en France jusqu'alors. Ça, maintenant c'est bon, on va avoir une diffusion en France et c'est pour le plus grand plaisir des fans. Ce n'est pas... Alors, toi, tu vises maintenant donc la nouvelle ceinture dans la catégorie au-dessus. Donc tu as été champion dans une catégorie, tu vises la catégorie au-dessus. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a donné envie d'aller chercher ça? C'est un nouveau challenge. Et ça fait un moment que je réunis sur la catégorie de ma catégorie. Donc il y a de la lassitude, si je comprends bien? Comment? Il y avait de la lassitude? Tu t'ennuyais? Tu avais fait le tour? Non, pas du tout. C'est un nouveau challenge et c'est pour le futur aussi. Ouais. Pour voir si je me sens mieux dans la catégorie des moins de 70 kilos. Ah, parce que tu galères pour le poids ou pas? Non, je galère pas, mais avoir 2 ceintures, c'est mieux. Donc c'est pour être plus bankable? C'est plus bankable et pour le niveau aussi, je pense. Ouais. Pour être le pound for pound? Ouais, c'est ça, le meilleur dans sa catégorie. On m'a dit que tu t'entraînais comme un malade. À quoi ça ressemble le planning sportif d'un Saladin Parnasse? C'est l'entraînement dur tous les jours. Hein. Ouais, combien d'heures par jour? 2 fois par jour. Ça dépend, je compte pas les heures. Des fois, je peux faire 3 heures d'entraînement. Il dort à la salle? Des fois 2 heures, ça dépend. Ah ouais? Ah, mais c'est incroyable. Je veux dire, c'est un petit qui a tapé à la porte à l'âge de 11 ans. Et là, depuis l'âge de ses 16-17 ans, il est là 2 fois par jour à s'entraîner du lundi au samedi. Et même le dimanche, il ne veut rien nous dire, mais je sais qu'il fait quelque chose. Mais tu as des jours off, rassure-moi? J'essaie d'avoir des jours off. Ouais, quand je suis en préparation, je me mets un but de me reposer au moins une fois par semaine. D'accord. De rien faire pendant un jour. Alors là où la plupart des combattants tueraient pères et mères, bien sûr, façon de parler, hein, entre guillemets, toi tu es l'un des rares à garder une certaine distance vis-à-vis de l'UFC. On a l'impression que presque tu n'en as rien à faire, qu'on ne te propose pas d'opportunité. Tu peux nous expliquer ton point de vue par rapport à ça? Non, je cherche pas la distance avec l'UFC, c'est juste que pour l'instant je suis en contrat avec le KSW et voilà, je dois gagner mes combats et j'ai des combats à faire encore dans cette organisation. Mais parce que tu as l'impression que tu as encore du chemin à faire avant de pouvoir y aller, ou alors c'est juste parce qu'on ne te propose pas ce que non, tu souhaites? c'est plutôt le contrat. Pour l'instant, comme je l'ai dit, j'ai encore des combats. Je crois que j'ai 3 combats ou 4 combats. Il reste 3 combats? C'est des contrats de combien en général au KSW? 4? Là, on a négocié 6 combats pour 18 mois. Ah ouais, donc c'est pas mal, hein, 6 combats en 18 mois. Non, c'est génial. Ah ouais. En fait, ça va lui permettre de pouvoir s'entraîner quasiment tout le temps et d'avoir des propositions quasiment tous les 2 mois. Et puis des rentrées d'argent régulières aussi. Ils sont carrés à ce niveau-là au KSW, c'est-à-dire que quand ils te disent que tu as 6 combats, tu as 6 combats, quoi. Ah, c'est plus que carré, sinon on n'y serait plus. Ouais. C'est pour ça qu'on s'est permis de re-signer, d'une parce que c'était très intéressant pour Salah, et d'autre part parce qu'on est bien lotis. Je veux dire, on est numéro 1 et les numéros 1 sont plutôt mis à l'honneur. L'UFC avait pris contact avec Saladin? Oui, bien sûr, on est en contact avec l'UFC, sauf que aujourd'hui
On a des choix. contractuels. D'une, on est en contrat avec le KSW. Et puis deux, on discute beaucoup avec Salah. Et le jour où on se sentira prêt, on ira. Et justement, alors je sais que tu es un peu pudique par rapport à ce genre de questions. Tu me connais, moi je mets les pieds dans le plat. Tu es bien loté financièrement. Tu es bien loté financièrement au KSW. Est-ce que justement, tu refuses l'UFC parce qu'au KSW, tu gagnes très bien ta vie et qu'à l'UFC, ça serait moindre? Ou alors, c'est purement un choix sportif? Non, c'est pas je refuse. Comme je dis, c'est un contrat que j'ai. Donc, Ouais, mais à l'heure actuelle... pour on l'instant, sait que- je suis encore au KSW. C'est-à-dire qu'ils m'ont proposé, j'ai pas refusé. Ouais. Et Mais ouais, c'est ça, le problème c'est qu'en fait, il faut être en mode free agent en fait. Ouais, c'est- Et tu serais capable de redevenir un électron libre pour être recruté ailleurs? Ça t'intéresse même? Après, je laisse ça Ouais. à H de gérer. C'est toi le cerveau des opérations? On me discute beaucoup. C'est quoi ton regard là-dessus, Hatch, concrètement? Non, mon regard, c'est, tu sais, quand tu as vu un petit grandir, et c'est pas un petit lambda, moi je le considère comme mon fils, tu vois. Et il est là tout le temps avec toi, donc tu veux le choyer forcément, tu veux le mettre dans les meilleures conditions possibles. Nous, on vient d'une banlieue, on connaît la valeur des choses, et je pense que oui, on ne va pas rougir de prendre suffisamment d'argent au KSW. Ils nous mettent bien. On reste là-bas. C'est des sommes d'argent assez importantes, donc je ne vois pas pourquoi on partirait. Bien sûr qu'on peut signer à l'UFC, il a largement le niveau pour y aller, mais nous, on ne veut pas y aller pour faire figuration là-bas. On va finir notre contrat, ensuite on va rediscuter avec Saladin, et si d'un point de vue maturité, il est prêt, bah, on partira. Et si il nous propose le jackpot, bah, on réfléchira 2 fois, c'est tout. Là, de toute façon, l'UFC ne proposerait jamais jamais. les mêmes sommes d'argent qu'au KSW. Jamais on a... Est-ce que l'argent passe un peu avant le sport? Dans les choix de vie que tu Les choix fais. de vie. Dans les choix de vie, c'est important. C'est très important, Surtout d'où je viens. Ouais. C'est très important. Je dis ça parce qu'en France, c'est tabou de parler d'argent. Non. Moi, j'ai pas ce tabou. Je dis au contraire, t'as bien raison. Tout le monde ferait la même chose. Tout le monde te dira le contraire, mais tout le monde ferait la même chose en fait. Voilà, c'est pour ça que c'est important de... Moi, si je peux me permettre, Seb, excuse-moi, je te coupe. C'est vrai que c'est important. Je suis pas en train de brider Salah. Hein. Ah non, Mais Salah, c'est un compétiteur dans l'âme. Donc lui, ce qu'il veut, quoi qu'il arrive, c'est être numéro 1. D'accord? Donc, il va le devenir. non mais il veut être numéro 1 parce que c'est un compétiteur. Il a cet état d'esprit depuis tout jeune pour être le numéro 1. Donc forcément, à un moment donné, ça prendra le dessus. Forcément. Sauf que là, on a un contrat, on va le terminer. Ouais. Et puis après, mais c'est vrai que tu fais partie de ces combattants, alors je dis les gamins parce qu'ils ont 24 piges, mais tu vois, Salah qui a commencé, j'ai expliqué son premier combat, c'était quand tu étais chez Hatch, avec Michael Al-Jarouj, vous êtes 5 à peu près, où je vous suis. Parce que je vous ai connu, bébé, c'est pas le terme, mais... Et voilà, et toute cette progression que tu as, elle est phénoménale. Et je doute pas une seule seconde que tu n'arrives pas à être le number 1. C'est évident. Là, la façon dont en plus t'as perdu sur un KO, un lucky punch, boum, tu te refais direct sur l'adversaire qui t'a mis KO, il y a une force mentale incroyable. Comment tu l'as vécu ce moment-là? Je l'ai vécu comme quelque chose de normal, hein. J'ai perdu. Et... Tu t'es pas dit intérieurement, non, ça c'est inadmissible? Non, c'est comme ça fait partie de la vie. Ah ouais? T'as un détachement aussi par rapport à ça? Non, je pense que c'est comme ça. Je suis toujours impressionné. C'est le sport. Ouais. Donc j'ai perdu, je me suis relevé pour reprendre ma revanche et j'ai réussi à la reprendre. Il y en a d'autres, des petits comme ça là, qui débarquent à la Hatch Academy. T'en as vu d'autres? Avec ce tempérament-là, il n'y en a pas beaucoup. Ouais. Et le petit Bakary Diatta, que tu as eu très jeune aussi. Il y a Baba qui est là, qui a 26 ans maintenant. Le temps il passe, hein, c'est des petits que j'ai vu grandir. Baba, il est très costaud, il est très, très, très dur. Et ça engendre aussi le fait d'être un peu plus fragile. Donc maintenant, Salah, lui, est beaucoup plus laxe, donc moins de blessures, plus de longévité. Voilà, donc tout ça, c'est important. Maintenant, la qualité de Baba, elle est extraordinaire, bien entendu. Il est au Bellator aujourd'hui, on est très content de son parcours. Pour l'anecdote, hein, Baba, il tenait la buvette au 100% fight et au contender. Non, mais c'est vrai. C'est une belle il évolution. était à la buvette. C'est lui qui vendait les boissons et les casse-dalles. Et maintenant, il est au Bellator. Comme quoi. C'est génial. Je trouve ça extraordinaire. C'est un beau tremplin. Bien, non, mais non seulement c'est un beau tremplin, mais c'est une superbe histoire. La clé d'une carrière, c'est le management, tu dirais?
Ouais, je pense. Ouais, C'est ça, hein, ouais, sincèrement, si tu es bien entouré, il peut t'arriver que de bonnes choses. Après, il peut toujours se passer des choses négatives. Mais si ce travail-là est bien fait, en règle générale, ça peut que payer. Qu'est-ce que vous répondez à tous ces gens qui n'arrêtent pas de parler du fait que tu ne veux pas aller à l'UFC, qui seraient contents que tu y ailles? Qu'est-ce que... Non, moi je trouve ça normal parce que c'est l'UFC, c'est la plus grosse organisation médiatisée. Donc les gens ils veulent me voir briller au plus haut. Contre des stars qui voyaient à la télé, c'est normal. Et ceux qui parlent tout le temps de ton salaire, qui disent non, c'est pas vrai, il peut pas gagner autant. T'as énervé Non, ça après- sur les réseaux, non Non, ça m'a pas énervé, c'est juste que... Oui, on le voit pas souvent énervé, mais là on a eu l'impression que t'étais un peu piqué. Non, ça va. C'est juste que les gens ils comprennent pas, mais c'est comme ça. Bon, moi je te comprends personnellement. Bah oui, voilà. Parle-nous de ton adversaire. À quoi on peut s'attendre là pour le prochain combat? Bah, mon adversaire c'est un striker, il est gaucher comme moi, Donc c'est bien pour toi ça, c'est bien. parce que t'es un excellent striker. Moi j'essaie de m'adapter à tous les styles. C'est-à-dire que non, je pense qu'on va faire un beau combat, on va striker. Et après, voilà, c'est du MMA. Hein. Je sais que lui il est fort en pied-point. Moi j'oublie pas que je suis fort aussi en grappling. Donc je pense que je vais essayer de gagner ce combat dans tous les domaines. Quels seraient tes plans de carrière après le 12 novembre du coup? Bah, après le 12 si tu novembre, venais à gagner, si je gagne la ceinture des moins de 110 kg, je pense défendre les 2 ceintures. on peut défendre 2 ceintures? Comment on fait? Bah, On faut un adversaire qui fasse les 2 poids aussi? Non, je vais défendre la ceinture en moins de 66 kg. Ah oui, d'accord. Après, L'une après l'autre. c'est ça. D'accord, ok. Oui, parce que ça pourrait être possible ça, de combattre pour 2 ceintures? Je pense pas. J'en mets 2 en jeu. Je sais pas. Non, mais déjà là, il va combattre pour une ceinture intérimaire. Intérimaire, Ouais, c'est vrai, Donc exact. la logique voudrait que le prochain combat, Ce soit pour la vraie ceinture. tout se passe bien, il combatte pour la ceinture contre... C'est 66, hein. Alors, Voilà, explique-nous. intérimaire. 70. Ah, 70, Alors intérimaire. explique-nous, recontextualise. Pourquoi c'est une ceinture intérimaire? Ça devait être la ceinture normale à la base. Ben, à la base, il doit prendre le champion de la catégorie qui est Marianne, donc numéro 1 de la catégorie moins de 70 kg. Sauf qu'il s'est blessé il y a quelques semaines. D'accord. Du coup, on s'est entendu avec Martine, donc le D'accord. patron du KSW, pour mettre une ceinture, quoi qu'il arrivait, même si la Rajeski est numéro 4 ou 5 de la catégorie, D'accord. on a demandé à combattre pour une ceinture intérimaire. Donc s'il prend la ceinture intérimaire, Marianne, ça devrait être quand? Je sais pas. Janvier-février. Janvier, février? Ah oui, donc ça va pas traîner en fait. Non, ça enchaîne. D'accord. Je Ah ouais. l'ai dit, c'est quasiment tous les 2 mois. Ah ouais, c'est énorme. Et alors ça justement, la gestion de tes combats, t'as pas besoin de trop de temps de récupération après tes combats? Non, ça va. Non? Moi, Combien de si temps je après peux- tu reprends? Dis-moi pas le lendemain quand même. Le B, ouais, 24 ans. Regarde comme il est, 24 ans, il Non, récupère si je suis bien, je reprends direct. Hein. Ah ouais? Genre le lundi? Non, arrête. On est jeunes, c'est là où il faut Eh ben... Faut en profiter maintenant. profiter. Ah là 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 là, j'aurais aimé vivre à cette époque, parce que moi il me faut 2 mois. Juste une petite parenthèse, j'en profite parce qu'on... est Profites-en. Bah ouais, j'en profite. on va remercier quand même parce que le travail, on ne l'a pas fait tout seul. Hein. On a Arnaud Templier qui est là depuis Bien sûr. un paquet d'années et qui s'occupe de ça Ouais, là. gros big up à Arnaud. Sur la partie pied-point, et on a Boris Johnston qui Ouais, bien nous sûr. a rejoint il y a près de 10 ans aussi maintenant. C'est ça, 10 ans à peu près, hein, Disons, frère. qui fait Ouais, le c'est très solide. travail de transition. Donc déjà, je ne mets pas tous mes gars à l'honneur, mais quand je peux le faire, Mais je t'as bien le raison fais. parce Donc voilà, que merci ce à eux. sont de Et puis Cliff, personnes clés. Alors Cliff, non mais tu fais bien d'en parler. Je t'ai pas oublié Cliff. Mais là on parle du staff Hatch Production et en effet voilà, j'avais oublié de le citer, Cliff, mais il est là et merci à lui. KSW à Paris, c'est une info ou c'est une intox alors? Parce qu'on n'en a pas entendu parler depuis. KSW à Paris, c'est pour bientôt. Ouais. Ah, c'est pour bientôt? Ouais, ils sont très intéressés pour venir faire un gros événement à Paris. D'ailleurs, on fait un petit travail pour eux, pour tenter de faire cet événement. D'accord. Ce sera certainement Bercy. Ah ouais. Ouais. Donc il recruterait d'autres Français? Alors ça, par contre, Parce qu'il y en a déjà quelques-uns, je crois. bah, aujourd'hui, il y a Omar il y a Sy Omar Sy, ouais. qui combat là-bas. Il y a Salah. Et après, Après, il y a un luxembourgeois aussi, Yann Lias, qui il y est a pas un mal. Belge aussi. Ouais. Il y a Donovan. Alors lui, il est aussi en contrat au KSW. Après, pour les autres Français, certainement, s'ils débarquent à Paris, c'est forcément. Ouais, Ça serait Pour en recruter. 2023, tu penses? 2023, ouais.
Ah, super. Énorme. Ah ouais, ça Salah, sera un beau merci, show. là, Hein. pour- Ah, c'est clair. Oh. Ah, Saladin, il va ce nous serait remplir la salle, c'est sûr et certain. Et bien, on va suivre tout ça avec attention. Il y a d'autres événements à venir, bien sûr, dans le calendrier du MMA français. Le 3 novembre, très gros fight entre Damien Lapillus et Amin Ayoub pour la ceinture du Ares. Le 4 novembre, Mehdi Ben Lagdar fait son retour au Cage Warrior. Il sera entouré de sa nouvelle team de coach. Le 12 novembre, Saladin, eh bien, il va tenter de créer l'exploit et de s'offrir 2 ceintures. Le même jour, en France, le AGM du côté de Carcassonne, organisé par Gilles Arsène et Christian Baillet. Gilles Arsène que tu connais bien, Hatch. Plusieurs combattants du dernier MMA GP, donc d'ailleurs figurent sur cette carte. Mathieu Chaumont, Kevin Dell, Cédric Séverac. Et puis le MMA GP, alors par contre, là, on risque d'être reporté en décembre. Affaire à suivre. Voilà, c'est la fin de cette émission. Ça passe vite, hein? Ça passe vite. Ça Ouais, passe 30 vite. minutes. Ça passe vite. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Allez, vas-y, lâche-toi. Et j'ai une compétition amateur le 29 Exact. octobre et 30 octobre qui s'appelle le Road to the Contenders. Donc là, c'est pareil, nouveau concept dans le sens où j'ai 16 combattants par catégorie. D'accord. Et idem le 17 décembre et 18 décembre. Donc voilà, ce sera à la Road to Academy, Contenders. à Pantin. À Pantin. À ok, Pantin. Directement chez toi. Donc ne manquez pas ces 2 dates-là. Pour les amateurs, Pour les amateurs uniquement. donc on peut s'inscrire et on peut acheter la billetterie. Exactement. Tous les liens sur Instagram. la page de Hatch. Très bien. 100% fight. Très bien. L'info est prise. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci Saladin. On te souhaite le meilleur pour ton combat. Merci Hatch d'avoir fait le déplacement. Seb, encore au top, comme d'habitude. Merci à N'hésitez toi pas et n'hésitez pas à nous faire vos retours sur l'émission. C'est toujours vos commentaires sont toujours les bienvenus. On se retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'actualités. Bye bye.